C'est donc un séminaire qui déjà arrive à un moment particulier au Maroc. Donc l'année dernière, on est encore plus proche en fait de la séquence électorale hein, qui déjà se prépare. Donc on sait cette année, ça sera des élections professionnelles, communales, régionales et nationales. Et donc ce contexte, le contexte au Maroc, il est aussi saturé par un certain nombre de discours sur la participation et l'exclusion, donc de la part de tous les acteurs, institutions publiques, société civile nationale, chercheurs, médias. Et donc dans ce contexte-là, électoral et donc de discours de discours sur la participation et l'exclusion, ce séminaire vise à offrir un cadre pour les étudiants, les doctorants et les chercheurs pour repenser la citoyenneté et la participation politique au Maroc. Donc, c'est un séminaire qui voudrait partir d'une définition large de la citoyenneté et de la participation politique, et donc qui ne va pas se restreindre seulement aux arènes de la politique instituée, et qui prendrait en compte l'ensemble des pratiques et discours qui produisent, et là je cite, un ensemble de croyances, d'intérêts, de conceptions du monde et de représentations sur ce que la vie en société devrait être. Donc voilà, donc une définition beaucoup plus large du politique. Donc, les intervenants pourront s'intéresser aux espaces sociaux et culturels au même titre que les espaces de la politique instituée pour décrire et identifier donc les normes de citoyenneté au Maroc, les projets politiques qui soient individuels ou collectifs et les matrices culturelles du politique au Maroc. Voilà, donc on essaie d'adopter aussi une perspective pluridisciplinaire. Donc on a eu des historiens, des sociologues, des politistes à proprement dit dans le cadre de ce séminaire. Et donc on voudrait créer un dialogue entre des terrains, mais aussi des disciplines diverses et des périodes diverses aussi. Je pense que c'est le cas aussi de notre séance aujourd'hui, de créer un dialogue entre des périodes diverses. Et aussi donc tout ça pour nous aider à voir comment les normes de citoyenneté et de participation politique sont produites, transmises et remises en question au Maroc. Voilà, c'est à peu près donc ça le cadre de notre séminaire. Et je pense que voilà, je vais céder rapidement la parole à Olivier pour nous donner une petite introduction, une petite présentation de notre intervenante aujourd'hui, de Mounia. Merci beaucoup, Rally, pour cette excellente introduction. Alors, quelques mots pour présenter Mounia Bedenek-Chreibi, qui est politiste, directrice de recherche à l'Institut d'études politiques de Lausanne. Alors, ces travaux nous intéressent particulièrement en ce qu'ils portent à la fois sur les différents lieux du politique, à la fois le champ politique formel, à travers notamment ces travaux sur la sociologie des élus ou celle des militants, des partis politiques, parfois même avec une approche, et souvent même avec une approche ethnographique de certains terrains ou moments de vie politique, mais aussi et surtout, elle travaille sur les lieux non institutionnels du politique qu'évoquait aussi Rally à l'instant, le champ associatif, le champ entrepreneurial, les mouvements sociaux, les mouvements des jeunes, en posant la question des liens complexes et multiformes entre ce jeu institué de la politique partisane et les différents mouvements sociaux au Maroc. En quelques mots, et pour brièvement présenter ses publications et ses travaux de recherche, elle a soutenu une thèse de sciences politiques à Sciences Po Paris avec Rémi Levaux, en s'intéressant particulièrement aux jeunes. Et on pourra citer l'ouvrage issu de sa thèse, si je ne me trompe pas, Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc, qui ouvre une série de travaux où justement le traitement ethnographique ou biographique est une source riche de sa démonstration d'une jeunesse en tant qu'acteur social. Ces publications reviennent également sur les articulations entre la sociologie militante et les mouvements sociaux à travers les parcours et les typologies des acteurs en mouvement, avec les moments clés des événements politiques qui mobilisent les divers positionnements, comme les élections, référendums, les mouvements sociaux à proprement parler, ou les élections au congrès des partis politiques. Actuellement, et enfin après avoir soutenu une habilitation à diriger les recherches à l'École normale supérieure, elle publiera prochainement, et elle nous en parlera, le fruit de son travail de recherche, portant, enfin une partie du fruit de son travail de recherche. Donc l'intitulé exact sera Partis politiques et protestations de 1934 à 2018, à paraître en juin, et sans doute pourra-t-elle compléter ces éléments avec la séance d'aujourd'hui.
que nous espérons riche. Et nous, encore une fois, nous sommes très heureux d'accueillir Mounia Beneneri Shraibi et je lui cède la parole bien volontiers. Merci beaucoup Olivier Daume, Rally. Merci à tous les organisateurs, organisatrices de ce séminaire pour cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui parce que c'est presque un galop d'essai, on se disait avec David Guéry, ici présent, parce qu'il y a peu de temps, j'ai déposé un manuscrit donc, qui va être bientôt publié donc, dans les presses universitaires de Rennes. Il sera en open access à partir de juin et puis en octobre en librairie. Alors, donc, pour moi, c'est intéressant de revenir au moins sur une partie de la réflexion que je mène depuis quelques années et puis que je développe dans cet ouvrage. Donc, ma réflexion porte sur les conditions de développement et de transformation du fait partisan au Maroc, mais en lien avec les dynamiques protestataires. Alors, à l'origine, il s'agissait d'un projet de livre sur le personnel partisan au Maroc. Donc, j'étais bien avancée. C'était sur la base de l'enquête menée entre 2008 et 2012 dans une dizaine de congrès nationaux d'organisations politiques. Et puis, j'étais assez bien avancée. Et puis, j'ai décidé de rédiger le fameux petit chapitre contextuel pour donner des repères et tout. Et puis, bon, je me suis faite happer par ce projet et le chapitre est devenu un très très gros volume, c'est devenu une enquête en soi. Et donc une enquête, oui, parce que c'est un retour sur enquête, un retour sur des enquêtes menées par un ensemble de chercheuses et de chercheurs, mais aussi sur mes propres enquêtes, en fait les enquêtes que je mène depuis une trentaine d'années, donc qui ont été évoqués par Olivier. Donc avec des objets variés, des terrains aussi assez différents dans leur conception, mais qui parlent aussi des conditions de l'enquête. On ne peut pas enquêter de la même manière à la fin des années 80, en 2008, et je dirais aujourd'hui, disons que je pense que finalement, à la fin des années 80, ça devait être plus facile qu'aujourd'hui. On pourrait y revenir. Mais donc, j'avais une enquête multisituée pour ma thèse, et puis après des micro-terrains de longue durée qui m'ont permis justement de partir des actions vers les acteurs et non pas des acteurs. Et ça m'a permis donc du coup de suivre des acteurs associatifs de quartier plus ou moins proches de certaines tendances politiques ou loin de la politique instituée, et puis de voir les articulations justement entre la politique instituée, l'arène protestataire, l'arène électorale, et puis, bon, voilà, je pourrais revenir là-dessus, mais c'est des modalités de collecte de données qui ont énormément varié, soit pour le même objet, soit d'un terrain à l'autre. Hein. Donc, il s'agisse de faire de l'observation, des entretiens semi-directifs, des récits de vie, ou de concevoir une enquête par questionnaire, mais tout en la concevant de manière ethnographique, si l'on peut dire. Et donc, c'est à partir de cela que j'en suis venue à donc travailler l'ensemble de ces enquêtes, celles qui ont été faites par les autres comme les miennes, mais de façon cumulative et, je dirais, critique, en mobilisant des outils de sociologie politique principalement. Et d'un moment à l'autre de cette enquête, les énigmes n'ont pas manqué. Alors, l'une d'entre elles,
c'est en lien avec un échange que j'ai eu pendant le 6e congrès national du PJD, c'était en juillet 2008, à Rabat. Et ce congrès se tenait un mois après le congrès de l'USFP, ou disons la première partie de ce congrès, qui avait fait l'objet, enfin qui a donné lieu à des crises, des déchirements qui ont été largement médiatisés. Et puis donc pendant le congrès du PJD, l'atmosphère en 2008 était très sereine, enfin plus sereine, et des étudiants, donc des délégués nationaux du PJD sont venus m'interpeller. Ils étaient assez inquiets, c'est-à-dire alors qu'il y avait des délégués qui étaient tout fiers, me disaient, vous voyez comment on est bien organisé, etc. Là, ces délégués, ils m'ont interpellé, mais vraiment, ils s'interrogeaient. Et j'ai gardé en tête leur question. Leur question, c'était, est-ce que vous pensez qu'on risque de finir comme l'USFP ? Donc, implicitement, ils s'interrogeaient si, dans le contexte marocain, le passage de l'opposition au gouvernement, ça déstructure inéluctablement un parti politique. Donc ça, c'est une première anecdote enfin anecdote de terrain, mais qui m'interpelle et qui éclaire un petit peu le questionnement que je me pose. Une deuxième énigme qui va surgir au cours de l'enquête historique cette fois-ci, c'est le contraste qui apparaît dans l'histoire des partis politiques marocains. Donc à partir des années 1930, donc les premiers partis vont apparaître comme à l'avant-garde donc des luttes contre le protectorat, mais surtout de toute construction conflictualisée des intérêts de la nation. Pour moi, donc, ils participent de cette invention de la politique nationale. Et puis, ils émergent et ils se développent en lien étroit avec des dynamiques protestataires. Donc, vous savez qu'il y avait des clubs, des associations, qu'il y avait eu les mobilisations contre le Daïr berbère en 1930, enfin, et 1934, donc le début du CAM, du Comité de l'action marocaine, bon, est en lien avec toutes ces dynamiques. Et puis, dans les années 2000, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la sphère partisane cesse peu à peu d'être le lieu de représentation et de construction des conflits qui travaillent la société. C'est-à-dire, c'est de moins en moins, le lieu où s'énoncent des conflits qui travaillent la société à l'échelle nationale. En revanche, l'arène protestataire s'autonomise et elle devient le lieu par excellence d'énonciation des conflits qui travaillent la société. Et c'est ce que je développerai, enfin en partie, dans cette présentation. Et donc pour moi, à partir de là, il s'agissait donc de comprendre ces conditions d'émergence et de transformation du fait partisan au Maroc, en lien avec ce qui se joue dans d'autres arènes du politique. Et donc, bien sûr, je ne vais pas restituer aujourd'hui tout ce que j'ai développé tout au long de ma réflexion. Je vais me contenter de pointer quelques éléments. D'abord, en lien avec ce qui se joue sur la scène électorale, puis sur la base de quelques cartographies de dynamique protestataire. Entre les deux, j'affinerai davantage mon questionnement théorique, et puis après, j'essaierai de présenter la thèse principale de cet ouvrage à paraître, qui est celle d'une nationalisation du politique par la marge. Voilà. Je reviendrai là-dessus. Alors, de quoi s'agit-il? Bien entendu,
les élections, les données qu'on dispose sur les élections au Maroc sont le résultat de plusieurs filtres. Et même les catégories qui sont utilisées par l'administration, par les différents acteurs en présence, eh bien, ils méritent aussi d'être analysés comme une mise en scène de la représentation. Donc, il faut prendre des précautions, mais une fois ces précautions prises, je veux attirer l'attention sur un clivage idéal-typique qui ressort de ces données électorales avec tous les filtres qui sont là. Alors, bien sûr, idéal typique dans le sens très weberien, c'est-à-dire ressortir les traits principaux d'un ensemble de phénomènes, les simplifier, les schématiser volontairement, non pas pour dire voilà le résultat, mais pour produire de la connaissance, pour comparer. Et c'est dans ce sens que je pointe ce contraste idéal typique entre la politique locale patronnée et la politique nationale. Et c'est un contraste que j'ai observé déjà dans les campagnes électorales, à Casablanca, donc des campagnes électorales que j'observe depuis, je dirais, 1993 et plus intensivement 97, 2002, voilà, c'est-à-dire jusqu'à 2016. Et puis à un moment, j'allais dans les mêmes quartiers. Donc, et il y a ce contraste que j'ai observé déjà pendant les élections de 2002. Et que je vais retrouver souvent, donc, mais bien sûr, un contraste idéal typique, j'insiste, qui révèle, pour aller vite, deux types de rapports aux politiques. Donc, d'une part, une politique qui est très imprégnée par des enjeux très localisés, très territorialisés, ce qui n'exclut pas, bien sûr, les articulations avec la dimension nationale, voire transnationale, très enserrée dans des réseaux localisés, mais là aussi on verra c'est plus compliqué que ça. Et puis de l'autre, une politique nationale, transnationale, c'est-à-dire avec des représentations, des énonciations, des identités politiques qui sont plus ou moins conflictualisées, qui sont plus ou moins institutionnalisées. Et donc, voilà les deux pôles. Et cette ligne de partage entre politique nationale et politique patronnée, elle se reconfigure tout au long de l'histoire électorale, je dirais, et je partirai déjà des analyses électorales de 1960, celles effectuées par Rémi Levaux, et donc qui sont intéressantes à plusieurs égards. Donc, il les a publiées sous différents pseudonymes. D'abord, comparativement aux chiffres officiels des scrutins suivants, les données qu'il utilise et qu'il a contribué à produire présentaient une plus grande fiabilité. Voilà. Du moins par rapport à 70, 77, on peut, les années 70, les années 80, 90. Et puis, il a contribué à construire des catégories qui continuent à encoder, qui ont encodé pendant très longtemps les travaux de sociologie électorale marocaine. Et donc, ces analyses, dans les années 60, laisse apparaître un système, je le cite, de partis dominants, des blocs massifs de tendances opposées, qui pour lui reflétaient des clivages géographiques, sociaux, culturels, avec une ligne de partage principale qui sépare monde citadin et monde rural. Et on le voit dans les données qu'il a produit sur les origines socio-professionnelles des élus affiliés aux partis politiques dans la Chambre des représentants de 63, eh bien, on voit très bien qu'on a des affinités entre certaines filières de recrutement
mais j'insiste, voilà, on a des filtres, donc on les garde en tête, mais ces choses, ces aspects-là sont à prendre bien sûr avec précaution, mais sur la base de ces données, on voit des affinités, donc entre des filières et des partis. On voit que le Front de défense des institutions constitutionnelles, le FDIC, qui se voulait le parti du roi et qui visait à contrebalancer les partis issus du mouvement national, l'Istiqlal et l'UNFP, c'est un front qui rassemblait le mouvement populaire et d'autres partis. Et on voit qu'il y a une forte affinité avec une filière, celle des agriculteurs. Et de l'autre côté, l'autre pôle, c'était plutôt l'UNFP, donc l'Union nationale des forces populaires. On voit plutôt une prédominance de commerçants, fonctionnaires, professions libérales. Et à partir de là, donc cette distinction entre politique nationale et politique locale et patronée, elle m'a semblé aussi en rapport avec une autre distinction. Une distinction entre parti de notables et parti de militants. À nouveau, je tiens à dire que c'est une distinction idéale typique et qu'il faut, voilà, que c'est des traits, c'est des schématisations qui sont là pour comparer et non pas pour dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, cette distinction, donc je m'appuie sur l'approche de Michel Auferlé, de son approche des partis politiques. Donc, il appréhende les partis comme des entreprises politiques qui ont une historicité, qui sont contraints par leur environnement social, politique, et qui se transforment dans le temps. Et je trouve que sa distinction qui repose finalement sur le type de ressources que mobilisent les partis politiques ou des acteurs à l'intérieur de ces partis politiques, donc des ressources qu'on peut accumuler à titre individuel ou à titre collectif, type de ressources, mais aussi le volume, peuvent être très éclairants si on a envie de prendre du recul par rapport, que ce soit à des catégorisations normatives ou pour voir un petit peu les transformations qu'on peut qui apparaissent en filigrane par-delà la constance des noms, des emblèmes. Et donc, il distingue des capitaux, enfin, de type individuel, c'est-à-dire un nom propre, avoir des réseaux de relations, des ressources monétaires, des mandats électifs, je ne sais pas moi, avoir recours à une fondation pour redistribuer des paniers du Ramadan, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est en nom propre qu'on mobilise, même si bien sûr on est inséré dans des réseaux. Alors on peut changer de parti autant qu'on veut. Il n'y a pas de dépendance à l'égard du parti pour l'accumulation de ce type de ressources. Et puis, de l'autre côté, donc des partis plutôt de militants qui seraient plutôt en affinité avec le PJD des années 2000, en tout cas dans certaines localités, plutôt des capitaux collectifs qui sont symboliques ou immatériels, enfin, c'est-à-dire une dimension symbolique ou immatérielle, c'est-à-dire avoir une marque politique, un sigle, un logo qui est reconnaissable, un programme, donc une dimension plutôt organisationnelle, structuration, un appareil, des ramifications à l'échelle nationale, des militants, des permanents, une dimension matérielle, c'est-à-dire en lien avec des cotisations, donc, des locaux, etc. Et l'enquête par questionnaire que j'ai menée sur le personnel partisan, donc pendant les congrès nationaux entre 2008 et 2012,
et qui a permis de constituer une base de données de plus de 4100 répondants, eh bien, les traitements statistiques qui ont été faits, de même qu'une analyse de correspondance multiple, qui permet de dégager justement des pôles de manière idéale typique, ont retrouvé cette ligne de partage. Donc, on l'a retrouvée. Et sociographiquement, vous voyez que les profils affinitaires, hein, là aussi, hein, c'est vraiment des... ce ne sont pas des personnes, l'analyse de correspondance multiple, il s'agit de corrélation, de croisement entre plusieurs données, entre plusieurs variables, et les points qui ressortent renvoient à des pôles qui sont plus ou moins structurants. Et donc là, dans cette enquête-là, on voyait vraiment que le rapport aux politiques, que la carte qui distinguait deux types de rapports aux politiques, donc plutôt rapport aux politiques localisés, pragmatiques, eh bien c'était plus en affinité avec des profils du secteur privé et deux profils en particulier interdépendants, des entrepreneurs et des grands agriculteurs d'une part, et puis d'autre part des profils de personnes qui sont très faiblement dotées en capitaux économiques, scolaires, et avec une forte affinité avec la ruralité. Et de l'autre côté, je dirais parti de militants, plutôt en affinité avec le PJD, le PSU aussi, c'était plutôt le secteur public, des cadres moyens, supérieurs, des diplômés, jeunes en cours d'études, la citadinité, et surtout de très forts capitaux scolaires, très forts, beaucoup de diplômés. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'au mouvement populaire, il n'y avait pas des diplômés ou qu'il n'y avait pas des enseignants. Non, il y en avait partout. Mais il s'agit de voir un peu des corrélations, qu'est-ce qui apparaît de manière structurante, qu'est-ce qui apparaît en force. Et là aussi, il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça que l'observation ethnographique est absolument passionnante, puisque quand je me rappelle, j'administrais un questionnaire à un membre, un délégué du PAM à l'époque, en 2012, et qui avait beaucoup d'humour, qui m'avait raconté qu'en fait, qui connaissait très bien les enjeux de la politique nationale, qui savait très bien classer les acteurs de la politique nationale, mais qui m'explique que lui, son problème, il était avec quelqu'un d'autre, dans la même circonscription rurale, et leur lutte, c'était qui est-ce qui allait avoir l'adoubement du PAM. Donc voilà, c'était une lutte par rapport à des enjeux localisés. Et donc, quand je lui avais demandé de remplir un tableau, parce que voilà, je n'allais pas demander aux gens situez-vous sur une grille gauche-droite, donc je vais conçu un tableau sur les alliés et les adversaires. Donc, avec différents acteurs, qui soient des acteurs organisés ou pas, les institutionnalisés ou pas, légaux ou pas. Et donc, c'était intéressant de voir que quand on s'inscrivait dans un rapport aux politiques plutôt localisé, territorialisé, ben le non-réponse était prédominant. Et l'enquête ethnographique permettait de comprendre cela, ce que cela voulait dire. Et que quand on parvenait à se projeter avec des alliés et des adversaires à l'échelle nationale, des acteurs organisés, eh bien, on était dans ce rapport aux politiques que j'évoquais de type national. Mais je tiens à dire que ce sont des pôles et que justement l'observation, les échanges en dehors du questionnaire permettaient de voir comment les gens remplissaient, comment ils répondaient à ce tableau, comment ils construisaient les alliés, les adversaires, en disant moi je parlais plutôt de mes alliés et de mes adversaires à l'échelle de ma petite circonscription en moi. Bon, je sais très bien que donc c'était très intéressant. Alors à partir de là,
ces tendances, ben justement, j'avais vu déjà les transformations des filières, c'est-à-dire l'enquête de 2008 pendant le congrès de l'USFP, on voyait quand même que c'était plutôt le profil politique national qui prédominait, mais les analyses plus fines montraient aussi des tiraillements au niveau, les tendances qui travaillaient le parti. Mais on les voit tout particulièrement dans la transformation des filières socio-professionnelles des élus de l'USFP entre 2002 et 2007. Donc, c'est très, très évocateur des réajustements qu'une entreprise politique est amenée à faire. Pour rappel, après la formation du gouvernement d'alternance en 1998, l'USFP a connu une vague de scission et puis la direction de l'époque de l'USFP avait conscience que le capital collectif partisan de l'USFP était fortement dévalué et qu'il fallait trouver un moyen de gagner malgré tout des sièges, parce que désormais les sièges comptent. On est loin de la période où Bobby disait les sièges ne comptent pas. Donc, cette fois-ci, les instances dirigeantes ont donné beaucoup de poids dans le choix des candidatures à la capacité personnelle de gagner une circonscription. Donc, en gros, les candidats devaient avoir leurs propres capitaux, en nom propre. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont été démarchés, que des membres influents du bureau politique ont été démarchés, des hommes d'affaires, des notables locaux, etc. Et bon, on le sait, cette stratégie n'est pas parvenue à freiner l'effondrement électoral du parti, donc qui était passé de la première position à la 5e en 2007, mais ça accélère la transformation des profils au niveau des représentants dans la Chambre des représentants. Donc, pour la première fois, on voit dans l'histoire du parti que le nombre de ceux qui sont catégorisés entrepreneurs, hommes d'affaires, va dépasser celui des enseignants. Enfin, ou ceux qui sont catégorisés enseignants. C'est-à-dire, les entrepreneurs étaient 10% en 2002. Enfin, je me permets d'insister, ceux qui sont catégorisés, parce que c'est très difficile de faire des analyses fines avec les données qu'on a, quoi. Bon, on sait très très bien que les gens peuvent avoir différentes occupations, qu'ils peuvent mettre en avant une occupation plutôt qu'une autre, et puis après il y a le filtre de l'administration, enfin il y a plein de filtres. Mais bon, si on s'en tient à cela, on voit donc qu'on avait 10% catégorie entrepreneur, homme d'affaires en 2002, et puis 32% en 2007. Et pour les enseignants, 44% en 2002, 27,5% en 2007. Et, on ne le voit pas très bien ici, la représentation des agriculteurs, ou ceux qui se présentent en tant qu'agriculteurs, ou qui sont présentés en tant qu'agriculteurs, est presque quadruplée, donc 2% en 2002, 7,5% en 2007. Alors maintenant, je voudrais qu'on passe presque 10 ans plus tard, et là, pour aller vers les résultats des législatives de 2016, je ne sais pas si vous voyez cette magnifique carte qui a été réalisée par David Guery, ici présent, et que je remercie, qu'il l'a faite justement pour le livre à paraître, et qui est très éclairante, où on retrouve aussi les analyses électorales qu'il a faites et qui ont été faites aussi dans le cadre de TAFRA. Et là, elle donne à voir, d'une certaine manière, les reconfigurations des lignes de partage entre politique nationale et politique patronnée, en parti de militants et parti de notables. J'insiste, là aussi, on peut avoir bien sûr des combinaisons de différents types de capitaux, aussi bien chez le PJD que le PAM, mais disons, voilà, on est dans une approche idéale typique. Et cette carte électorale de 2016, elle montre bien
qu'on a une politique nationale qui est associée au vote urbain et au PJD, d'autre part une politique locale et patronnée qui est plutôt en affinité avec le PAM. Puisque je m'explique, les bleus, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir. David, tu pourrais prendre la parole si tu veux, si je dis une bêtise. Le PAM mobilise pour l'essentiel dans les circonscriptions provinciales qui sont à dominante rurale. C'est le degré de bleuté. Donc, plus c'est foncé, plus on voit que c'est un vote important, un pourcentage très important. Et de l'autre côté, le PJD, il continue en 2016 à mobiliser un vote essentiellement urbain et essentiellement dans les circonscriptions préfectorales. Donc, on ne voit pas bien, elles sont entourées en gras, et qui sont à dominante urbaine. C'est là où le parti est implanté localement. Et même quand il a des voix dans une trentaine de circonscriptions provinciales, qui sont donc à dominante rurale, c'est plutôt dans les villes moyennes, et puis c'est aussi en lien avec ses résultats au niveau communal. Pas trop de bêtises, David? Donc, conclusion de cette partie. On peut avoir l'impression qu'au Maroc, les élections permettent de traduire des clivages qui travaillent la société, moyennant quelques reconfigurations et réajustements. Voilà. On a des rapports aux politiques, Mais il faut après aller voir les chiffres de la démobilisation électorale. Et là, je m'appuie à nouveau sur les traitements qui ont été faits par Tafra, par Younes Benmoumen, cette fois-ci. Et quand on prend dans la longue durée, moyenne durée, puisqu'on est depuis les années 60, on voit que le taux de participation, ces chiffres n'apparaissent pas dans le tableau que vous voyez, mais on voit que le taux d'inscription n'a pas cessé de baisser depuis un pic qu'il avait atteint en 97 et qui était de 86%. On voit aussi que les taux de participation observent une courbe décroissante. 73% en 63, 58% en 97, 42% en 2016. Ce qui est intéressant dans ces traitements que vous voyez dans cette diapositive, donc ces traitements qui sont faits par Tafra, c'est qu'on peut aller plus loin. On prend les estimations qui ont été faites, de la population en âge de voter et le nombre de votants effectifs. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si on rapporte ceux qui ont voté, peu importe s'ils ont mis, si leur vote est valide ou pas, qu'on a un ratio de 54% en 1963, 54% de la population en âge de voter, et qu'en 2016, on est à 28%. Okay ? 28%. Et puis si on voit le ratio, si on voit le nombre de votes valables, valides, par rapport à la population en âge de voter, eh bien là, on passe de 52% à 24%. Donc, dans le premier cas, c'était 54 à 28, et puis, oui, je me suis trompée, donc 54 à 28, et puis là, de 52 à 24%. Okay ? Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer ici tout de suite ce phénomène-là ou pour donner mon approche. Bref, ceux qui participent aux élections, ceux qui s'expriment, ou même ceux qui vont participer, peu importe si leur vote est valide, représentent 28% de la population en âge de voter, soit à peu près 3 personnes sur 10. Alors, comment je peux penser la nationalisation du politique ?
comment je peux mobiliser des outils théoriques qui sont intéressants, mais qui ont été produits dans des sociétés où on a un suffrage, où l'universalisation du vote est effective. Je reviendrai plus tard sur cette notion. Donc, pour rappel, quand on prend les analyses de Rokan et les analyses de Karamani, de tous ces travaux qui se sont inscrits dans le sillage de Rokan, donc qui analysent comment la conflictualité politique est structurée historiquement, comment elle se structure en Europe. Donc, selon ces approches, les partis politiques, à un moment donné de l'histoire, ont joué un rôle important pour structurer la compétition politique à l'échelle nationale. Donc, vous connaissez ces clivages, centre, périphérie, urbain, rural, travailleurs, possédants, église, État, etc. Donc, ils auraient joué un rôle d'intégration politique à l'échelle nationale. Petit à petit, ces processus auraient permis donc de dépasser la fragmentation qui caractérise tout ce qui relève de la politique très, très localisée, très territorialisée. Dans le cas du Maroc, il est très difficile d'identifier quelque chose, des phénomènes de ce même type. On est dans un contexte autoritaire changeant. Donc, la dévolution du pouvoir depuis les élections de 1960 aux élections aujourd'hui, ce n'est pas, même s'il y a eu des changements, ce n'est pas une situation où la dévolution du pouvoir se fait par l'élection seule démocratique. L'accès à l'arène électorale, les enjeux électoraux sont codifiés par des dirigeants qui ne sont pas responsables, c'est-à-dire qui ne rendent pas de compte et qui disposent d'un large domaine réservé. Bien sûr, entre 1963 et 2016, il y a eu beaucoup de variations, mais de fait, nous ne sommes pas dans une situation où la dévolution du pouvoir se fait par l'élection seule et démocratique. La lutte politique, elle ne se déploie pas uniquement dans l'arène électorale. La lutte politique, bon, bien sûr, ça change d'une étape historique à l'autre, mais elle se déploie sur différents sites d'interaction conflictuelle, des sites plus ou moins larvés, plus ou moins institutionnalisés, plus ou moins pacifiques, et où, bon, on voit bien au lendemain de l'indépendance, plus c'était particulièrement frappant, où les acteurs en présence étaient en désaccord total sur la nature de la compétition, sur les règles du jeu, sur l'espace du jeu. Bon, il y a encore un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas en accord sur la nature de la compétition, l'espace du jeu et les règles du jeu. En outre, donc, on est, où est-ce que je suis ? Dans un contexte qui est travaillé très durablement par la violence. Donc, même si l'économie de la répression varie en fonction des moments, des acteurs, des enjeux, eh bien, on est dans un contexte autoritaire changeant avec une économie de la répression qui est extrêmement présente. Donc là, j'entends la répression, enfin, je reprends la définition de Macadam Tarot-Tilly, c'est les efforts pour supprimer tout acte contestataire ou tout groupe ou organisation responsable de ces actes et qui recouvre un ensemble de formes, donc des formes qu'on connaît bien, qui sont claires, nettes, assassinat, massacre, disparition forcée, torture, détention, restriction, etc., à d'autres qui sont plus cachées, surveillance, l'infiltration, des actions d'agents provocateurs, des efforts de sabotage, ou encore des mesures, comme on en voit beaucoup ces dernières années au Maroc, des mesures discriminatoires à l'égard d'un individu ou d'une entreprise économique, des intimidations, des campagnes de disqualification,
ce que des organisations appellent aujourd'hui de droits humains et du harcèlement judiciaire ou policier, hein, les montages d'affaires de mœurs, l'instrumentalisation du terrorisme et bon, voilà, toutes les affaires actuelles sur les journalistes, que ce soit Omar Radi, que ce soit Souleymane Arissouni ou mon collègue Matem Mounjib récemment. Enfin, donc on a des économies de la répression qui se réajustent. Et cette répression, elle est initiée soit par des agents de l'État qui sont plus ou moins spécialisés, ou elle est déléguée à des acteurs non étatiques, ce que l'on voit aussi pas mal en ce moment. Elle varie dans son intensité, sa durée, mais aussi selon le moment où elle intervient. Est-ce qu'elle intervient avant qu'une action soit commise, en amont, préemptive, ou est-ce en réaction? Quelle est l'étendue de la cible? Est-ce qu'elle est sélective ou massive? Voilà. Alors, c'est très important, on le verra si j'ai encore du temps, que cette économie de la répression s'articule avec ce que des auteurs ont appelé les politiques de concession. Donc, on a des institutions qui sont créées, les partis, les assemblées législatives, etc. Et selon ces approches-là, ces institutions, elles jouent un rôle très important pour la survie d'un régime autoritaire, collecter des informations sur les préférences des élites, des citoyens, coopter une partie de la population, donc la redistribution clientélaire des ressources à travers des intermédiaires, des politiques publiques, coopter une partie des élites ou de l'opposition et puis favoriser surtout le partage des ressources entre elles, veiller à assouvir des ambitions en termes de carrière politique, résoudre ou contenir des conflits au sein des élites. L'actualité nous laisse d'ailleurs voir en ce moment des luttes au sein des mêmes élites à l'approche des élections. Enfin, je fais allusion à l'affaire Joud contre Joud, avec le RNI et d'autres acteurs. Il s'agit aussi de donner des signaux aux investisseurs, à des acteurs internationaux, enfin, et surtout de diffuser la responsabilité en cas d'échec. Alors, je me permets, je suis désolée, je rentre beaucoup dans le cadrage théorique, mais parce qu'il a été très important pour moi pour affiner mon questionnement. C'est-à-dire que penser ensemble ce qui se joue dans la politique instituée, en lien avec l'arène protestataire, la politique nationale, la politique locale, les reconfigurations, j'ai accordé un intérêt important à qu'est-ce qui affecte la capacité des acteurs collectifs et individuels à accumuler des capitaux, que ce soit des capitaux collectifs ou des capitaux individuels. Puisque la répression, elle pèse sur, elle façonne, elle contribue à façonner la mobilisation des acteurs, puisqu'elle affecte les ressources dont ils disposent. Donc, elle affecte les stratégies qui sont envisageables. Et elle affecte aussi la capacité à former des coalitions. Puisqu'on le sait bien, dans un régime autoritaire, l'un des enjeux principaux, c'est entraver la possibilité qu'il puisse y avoir des coalitions entre différents acteurs politiques. Et là, je trouve que là aussi, il y a un auteur qui m'a beaucoup aidé à réfléchir. Il s'agit de sociologue des révolutions, Misak Parsa, qui a comparé l'Iran, le Nicaragua et les Philippines. Et donc, d'après ses analyses, plus un État est exclusif, je dirais la Tunisie de Ben Ali, fin de règne, plus il est interventionniste, plus il devient la cible de griefs, et donc ça favorise l'émergence de coalitions révolutionnaires. Par contre, si un régime autoritaire réprime ses challengers, c'est-à-dire la manière dont il réprime ses challengers, eh bien là aussi, elle peut affecter la formation des coalitions.
on le sait très très bien, un régime réprime pour se maintenir, mais la manière dont il réprime peut se retourner contre lui. Donc, plus un régime réprime de manière massive, indiscriminée, plus cela accroît le risque de violence politique selon ce type d'approche. Et donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que le fait qu'une partie de l'opposition puisse espérer un accès même partiel aux bénéfices qui découlent de sa participation aux institutions de l'État, et quand le fait que la répression soit ponctuelle et sélective, cela tendrait à fragmenter les challengers. Sans compter que ce qui se passe au sein des coalitions, enfin au sein des challengers est aussi très important. C'est-à-dire, quand, et ça on l'a vu pendant le mouvement du 20 février de 2011, c'est-à-dire quand on a une perception d'un déséquilibre dans les rapports de force entre un pôle et un autre, c'est-à-dire quand on a, par exemple là, il y avait le sentiment que l'organisation ALSN était beaucoup plus puissante que les organisations de la gauche radicale ou autre, enfin. Ça contribue à fragmenter. Alors, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez un petit peu ces différents outils, ces différents fils. Pour moi, ils ont été extrêmement importants pour que je comprenne, pour que je construise un cadre qui me permette de comprendre qu'est-ce qui structure la conflictualité politique dans un contexte autoritaire changeant comme celui du Maroc. Je ne peux pas faire comme Rokan et ses étudiants. Je ne peux pas voir ce qui se joue dans la scène électorale. Donc, je dois voir des articulations entre ces différentes arènes du politique. Il s'agit de voir ce qui structure déjà à l'échelle macro cette conflictualité politique. Les politiques économiques qui sont menées, les politiques scolaires, les politiques de reproduction des élites, de captation des ressources, voilà, tout ça, ça pèse de manière fortement. Mais en plus, on a des lignes de partage, donc on a des éléments, et je pourrais y revenir plus tard si vous le souhaitez, qui affectent ce qu'une organisation politique ou un groupe peut accumuler comme capitaux et la manière dont il peut se mobiliser. Et donc, c'est à partir de là que, pour moi, c'était extrêmement important d'appréhender ce fait partisan, donc en lien avec les autres dynamiques qui se passent à l'échelle, dans d'autres lieux du politique, mais en prenant en compte ces reconfigurations. Et c'est là où je trouve que le concept de configuration d'Elias est très utile. D'ailleurs, il a le vent en poupe en ce moment dans la sociologie des partis politiques. Donc, il s'agit d'appréhender ces configurations en saisissant un ensemble d'acteurs dans leur hétérogénéité, dans leurs actions, leurs relations, et, je le cite, leur interdépendance en tant qu'alliés, mais aussi en tant qu'adversaires. Vous voyez, cette histoire d'allié-adversaire, c'est celle que j'avais aussi utilisée pour concevoir le tableau du questionnaire qu'on avait diffusé entre 2008 et 2012. Et surtout, garder en tête ce caractère toujours changeant de la figure globale que forment les joueurs. Et là, donc, ce fil, justement, que je développe dans ma réflexion, donc, quelles sont les conditions de développement, de transformation, je dirais de reconfiguration du fait partisan en lien avec d'autres arènes du politique, eh bien, je suis particulièrement attentive aux conditions qui favorisent ou qui entravent l'accumulation de capitaux politiques, la formation de larges coalitions, les effets que cela produit sur les formes de mobilisation et sur la structuration de la conflictualité politique. Alors maintenant, je vais vous donner quand même quelques exemples dans le temps dont je dispose, et vous allez avoir droit à une nouvelle carte réalisée par David Guéry, donc
pour le livre à paraître. Je vais la commenter, mais en attendant, je voudrais attirer votre attention sur des recherches qui m'ont aussi interpellée. Il s'agit surtout des travaux de Michel Pennière-Engrist en 2006 sur les partis politiques au Maghreb et au Moyen-Orient, un livre en anglais. Donc pour elle, selon elle, la nature de l'expérience coloniale a un poids extrêmement important. Elle affecte vraiment, elle a des effets sur la nature du régime fondateur qui se met en place au lendemain de l'indépendance. Et donc, elle identifie différentes variables, la durée de l'occupation, les institutions mises en place, les modalités de décolonisation, enfin, est-ce qu'on a pu avoir des élites traditionnelles qui ont été marginalisées, enfin bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle ressort que la conclusion d'un pacte démocratique, donc son cas, son modèle, et c'est un des problèmes que pose d'ailleurs son livre, c'est le modèle, c'est la trajectoire turque. Donc pour elle, la conclusion d'un pacte démocratique est tributaire de plusieurs facteurs. J'en citerai un. C'est une structuration bipartisane qui recouperait le clivage entre centre et périphérie. D'accord ? Et donc, pour elle, dans le cas du Maroc, eh bien, au lendemain de l'indépendance, bon, voilà, le Maroc a eu un protectorat extrêmement court comparativement à l'Algérie. Le Maroc qui, donc, où il y avait plusieurs zones, voilà, il y avait une fragmentation territoriale, donc administrative entre l'Espagne et la France. Enfin, il y avait et puis Tanger qui était donc il y avait un statut international et puis une politique aussi qui a été menée et qui a renforcé, consolidé les assises d'une partie des élites en place. Pour elle, au lendemain de l'indépendance, le Maroc se caractérise par une périphérie fragmentée. On n'a pas ce clivage, une périphérie centre comme elle l'a vu dans le cas de la Turquie. Et donc là, dans cette carte, on voit bien, voilà, au lendemain de l'indépendance, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, il y a eu des confrontations, des luttes majeures entre un ensemble de protagonistes et qui n'avaient pas tout à fait la même perception, enfin ils avaient une perception très très fluctuante des rapports de force en présence, donc c'était assez fluide et beaucoup de luttes. Là, je voudrais surtout attirer l'attention sur trois révoltes qui ont eu, enfin trois types de révoltes qui ont, enfin trois exemples de révoltes qui ont eu lieu entre 1957 et 65. Bon, la première, c'est le premier incident majeur, hein, donc c'est la révolte de Hadi Oubihi, qui était le gouverneur du Tafilelt, qu'en 1957. Bon, mais c'est une révolte qui va, enfin le retour à l'ordre va s'opérer très rapidement, sans grandes effusions de sang. Bon, là aussi, il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais c'est intéressant. On a l'opération Écouvillon, hein, donc, qui est extrêmement importante. En février 58, c'est un épisode fondamental dans la désintégration de l'armée de libération nationale. Bon, il y a eu plusieurs épisodes, mais là, c'était un coup très, très dur. La LN a deux bases dans le sud, l'une du côté d'Erfoud et l'autre du côté de Goulimil. Et donc, les commandos de la LN Sud exercent de très fortes pressions sur les postes militaires français dans le sud du Maroc. Ils apportent du soutien à la révolution algérienne. Ils ont mené des offensives dans le Sahara, toujours sous occupation espagnole, et dont ils revendiquent la marocanité. En 1957, ils atteignent la Mauritanie. Et donc, face à cette menace, la France et l'Espagne mêlent l'opération Écouvillon, mais c'était assez, d'après les recherches qui ont été menées là-dessus, c'était vraiment assez impressionnant. Et bien sûr, avec la bénédiction du palais et
s'est écrabouillé, s'est écrasé. Après, on a la révolte du Rif, dont on n'a pas arrêté de parler et dont on continuera encore à parler, puisqu'elle est très importante dans les constructions mémorielles et qui a connu plusieurs épisodes entre octobre 1958 et l'hiver 59, et qui a été stoppée par une répression sanglante, selon les estimations entre 5 000 et 10 000 morts, et une répression qui a été menée par le futur Hassan II et par le général Hofreer. Puis 65, les événements du 23 mars, notamment à Casablanca, à cette occasion, la jeunesse urbaine se profile comme, à nouveau, je dirais, puisque c'était déjà le cas dans les années 30-40, comme le fer de lance des protestations, sauf qu'on n'a pas les mêmes profils. Alors, je pourrais revenir là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, je voudrais aller beaucoup plus loin. Je voudrais revenir sur cette carte, qui est c'est une carte participative et interactive, qui a été publiée par le portail d'information à l'époque, memfakinch.com. On a toujours accès via les archives du web. Et c'était les marches prévues pour le 24 avril. Donc on avait une centaine de marches en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a autre chose. On voit, ça donne à voir cette extension de l'arène protestataire au-delà des grandes villes, au-delà des villes moyennes. Et on voit cette extension qui va continuer bien longtemps. Et ce qui m'intéresse là-dedans, et je ne vais pas vous épargner un nouveau concept, c'est la modularité. C'est-à-dire qu'on est face à des mobilisations qui s'inscrivent dans un répertoire d'actions protestataires qui a un caractère national, voire transnational, donc des formes similaires d'action collective qui sont employées par une grande diversité d'acteurs sociaux, avec des objectifs qui peuvent être différents, mais qui s'adressent au même genre d'acteurs. Qu'est-ce que... Là, je vais aller tout de suite vers la conclusion, et je pourrais revenir sur certaines étapes si vous le souhaitez. C'est que depuis les années 2000, la sphère partisane s'est étendue, mais des acteurs sont restés auto-exclus. On a l'impression que les partis exercent un quasi-monopole sur les mandats électifs, que leur filière est revalorisée au niveau du recrutement ministériel. Bon, bien sûr, les discours de disqualification de la classe partisane n'ont pas cessé de s'accentuer, avec un porte-voix royal, mais dans l'ensemble, on voit que le temps électoral se régularise, que les urnes deviennent de plus en plus transparentes, qu'on a des activités électorales qui attirent de nouveaux profils, qu'on a des mobilisations clientélaires qui se complexifient, qui se diffusent. Enfin, on voit beaucoup un chevauchement entre des processus d'accumulation économique et politique. Bon, c'est sûr que les succès du PJD entre 2002 et 2016 invitent à nuancer la thèse d'une notabilisation systématique de tous les partis qui prédominent. Mais les modalités de libéralisation du marché électoral, on voit, ça accentue la démobilisation électorale, ça dissuade tout vote fondé sur une offre programmatique. Donc, ces modalités, elles tendent à transformer la plupart des partis politiques en quémandeurs de voix, elles renforcent la cartélisation des partis, les transactions collusives, les mobilisations clientélaires et marchandes, la disqualification des partis, etc. Et à côté de ça, la manière dont le palais affirme sa prééminence, elle amplifie ces phénomènes. C'est-à-dire, outre les compétences constitutionnelles qui sont peu écornées par la réforme de 2011, on voit que l'institution monarchique a constitué en
tout ce qui relève du bien collectif en domaine réservé. Donc, les grandes orientations relèvent du palais. Bien sûr, il y a toute une narration, tout un récit de justification, mais ce mythe d'une gouvernance dépolitisée qui s'est diffusé avec la complicité et l'assentiment d'une partie des élites, c'est une coproduction entre différents acteurs qui trouvent un intérêt, qui ont peur que leur mode de vie et que leurs privilèges soient menacés et qui craignent un personnel issu d'urnes totalement débridées. Donc on voit qu'on a ce sentiment d'élection transparente, mais en même temps, on voit tous les filtres qu'il y a, et toute la démobilisation électorale. Mais à côté de ça, donc on voit que, en gros, les conflits, les grands enjeux de société, ce n'est pas au Parlement que ça se discute, ce n'est pas pour les partis politiques, ce n'est pas pour c'est le prince éclairé qui nomme des commissions, des cabinets d'expertise, ou des technocrates. Il ne s'agit pas de laisser ces grandes questions entre les mains des bousebelles, entre guillemets. Et donc, la scène politique instituée, donc pour moi, c'est une des conclusions, elle n'est plus le lieu de représentation des conflits qui travaillent la société. En revanche, la reine protestataire, eh bien, elle s'est étendue et on y voit l'extension de la politique nationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Par-delà les profondes mutations structurelles que le Maroc a connues, ces modalités combinées entre la libéralisation relative du régime et puis les modalités de gestion des années de plomb, ça a combiné, à mon avis, des effets complexes et non anticipés qui ont permis de transformer et d'étendre la politique nationale par la marge. Ce que je veux dire, c'est que tout ne change pas pour ne rien changer. Donc, vous avez compris, je me situe en rupture avec les approches pour lesquelles au Maroc, on change tout le temps, mais pour que rien ne change. Donc, ma thèse, c'est que non, tout ne change pas pour ne rien changer. La cooptation a sans doute dépossédé des acteurs politiques de leur marque de fabrique. Elle a ouvert la voie de forte mobilité sociale. Une partie des militantismes a été récompensée. D'anciens opposants ont intégré des commissions de type IER, CNDH, etc. Mais ce processus a donné lieu à un travail de réélaboration d'une partie des mémoires de la répression. Il a favorisé la diffusion de manière encore plus large du registre du droit, de même que son appropriation, son détournement par de plus larges catégories sociales. Par ailleurs, les politiques néolibérales qui ont été menées au Maroc, elles sont aussi exacerbées que dans la Tunisie de Ben Ali. Mais le fait qu'elles aient été mises en œuvre en même temps qu'avec la libéralisation du marché, la libéralisation relative, j'entends, du marché électoral, la mise à l'agenda de la question sociale, je fais allusion aux travaux de Myriam Katus, la mise en place d'un ensemble de dispositifs, l'INDH, le plan vert, tout ça contribue à transformer une partie du secteur associatif en un courroie de privatisation du welfare. Donc, ces mesures visent à désamorcer les conflits, mais elles contribuent à leur tour à diffuser des normes et des savoir-faire, à renforcer des réseaux horizontaux. D'accord ? Et ce n'est pas dû juste à la démultiplication des smartphones et des connexions Internet. Donc, les mêmes rouages qui peuvent être mobilisés pendant des campagnes électorales clientélaires sont de plus en plus investis pour manifester le mécontentement en mobilisant le registre du droit.
Okay. Donc, en gros, les marginalisés d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les profils qui ont participé aux émeutes d'antan. Ceux d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'occasions impulsées par des acteurs politiques qui sont plus organisés. Il y a des capacités de coordination de manière autonome, des capacités d'inscrire la mobilisation dans la durée, dans le cadre du droit, et dans cette configuration, les politiques de concession habituelles, ils atteignent leurs limites. Le nombre de demandeurs d'emploi, de services publics, de logements continue à s'accroître, en même temps que le niveau d'instruction, et les cabinets de consulting international qui sont mandatés, ils ont du mal à produire des propositions de réformes qui relanceraient l'investissement, la croissance. Et en fait, on a un modèle du développement, qu'on le veuille ou non, qui continue à approfondir le processus de concentration des richesses. Il est de plus en plus difficile pour les détenteurs du pouvoir de gérer les protestations en cooptant des élites, en renouvelant les réseaux de clientèle. Donc on avait vu début des années 90 donc, tout un processus pour intégrer l'ancienne opposition, l'USFP, etc., l'Istiqlal. 2011, le PJD, mais aujourd'hui ils vont intégrer qui? Donc on voit qu'on a un modèle qui est à bout de souffle. Que ce que je vous racontais tout à l'heure sur Parsa, hein, je reviens à mon petit tableau. Non, pas celui-là. Pardon. On n'est plus dans cette situation-là. On a l'impression d'être dans une situation où on a une dilution des griefs. On est dans une situation où, sous couvert d'élections, on a de plus en plus un État exclusif, interventionniste. Bon, la répression, c'est encore autre chose, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais l'État devient la cible des griefs. Et donc, c'est des mythes qui arrivent à bout de souffle. Le mythe du roi est bon, la classe politique est mauvaise. Le mythe qui reste extrêmement prégnant d'un face-à-face entre la monarchie et les élites. Voilà, c'est comme si ça se jouait avec les élites. Or, et c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait, de ce slogan, et je vous promets que j'arrêterai, sur cet extrait de slogan qui a été largement diffusé pendant les mobilisations du mouvement du 20 février, on voit que depuis le début des années 2000, on a une sphère partisane, on a une sphère politique instituée qui a du mal à traduire un clivage central qui s'est durci. Un clivage central qui est énoncé entre un centre associé aux privilégiés et au Maroc utile versus des périphéries qui ne sont pas que rurales, hein, des périphéries qui peuvent se trouver dans les villes, qui peuvent se trouver au sein d'entrepreneurs aussi qui se sentent marginalisés ou exclus. Voilà. Donc, on a un centre associé aux privilégiés, au Maroc utile, versus des périphéries qui sont homogénéisées, qui sont assimilées aux dominés, qui sont incarnées par la figure de Ouled Cheb, les enfants du peuple, et qui remettent en cause leur dépossession, leur assignation au Maroc inutile. Donc, on le voit très très bien, on voit cette opposition et on le voit dans les différentes protestations qu'il y a eu, que ce soit dans des douars, que ce soit dans le Rif, dans un Jarada, ailleurs. Donc, on a une coproduction d'une sphère politique instituée qui ne laisse plus de place à l'expression de ces conflits qui sont désormais énoncés, durcis dans les protestations. Okay. Et c'est sûr que dans le contexte contre-révolutionnaire de ces années, depuis 2013-2020, le régime, les autorités en place réagissent en déployant un arsenal répressif de grande ampleur. On a l'impression qu'elles espèrent diffuser la peur, accroître le coût de toute forme de protestation, comme si elles ne parvenaient plus à proposer autre chose.
comme si elle n'arrivait plus à produire des politiques de concession. Bon, voilà, on a des politiques sociales qui continuent, etc. Mais on sent cette tension, voilà, qu'on a quelque chose qui s'épuise. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que la répression, est-ce que le fait de nous mettre des drones partout, est-ce que le fait d'avoir des smartphones qui sont infectés, enfin qu'on ait toutes sortes de... Est-ce que la technologie répressive, quel que soit son degré de sophistication, est-ce qu'elle permettra de contrôler indéfiniment tout ce qui circule dans les réseaux sociaux et au-delà? Aussi consolidé soit-il, un régime autoritaire n'est jamais à l'abri d'un effondrement, pour le meilleur ou pour le pire. Et le Maroc des années 2020 n'est pas le Maroc des années 1980. Donc, en l'absence de canaux effectifs pour acheminer des doléances, eh bien, les conditions sont plus que jamais réunies pour l'expression du potentiel protestataire qui a été accumulé au cours des dernières décennies. Et je vous remercie pour votre attention.